Top départ des festivités de Noël dans notre territoire. Cette année, la halle verrière de Meisenthal inaugure sa Halle aux Lumières, un parcours immersif qui met à l'honneur l'héritage culturel et artisanal du pays de Bitche à travers un film d'animation et une expérience sensorielle. Plusieurs milliers de spectateurs sont attendus jusqu'à Noël. À Bitche, le comptoir de Noël a ouvert ses portes ce week-end à l'Office de tourisme. Un nouveau nom mais une même formule, la mise en avant des producteurs et artisans de Moselle. Plus de 200 références de produits locaux y sont proposées. À Sarreguemines, J-5 avant l'ouverture du marché de Noël, une trentaine de chalets jalonneront le centre-ville. Parmi les nouveautés, un manège en forme de sapin et une exposition sur le passé faïencier de la ville. Et puis à Ambar aussi, le marché de Noël ouvre le bal des festivités de fin d'année. Ce week-end, 75 exposants étaient présents, en majorité des artisans du village et des alentours. Le succès ne se dément pas pour cette 29e édition, puisque l'interassociation a dû refuser 40 exposants supplémentaires. Côté développement économique maintenant, la communauté d'agglomération de Sarreguemines a donné son accord vendredi dernier pour la vente de 2 terrains à des sociétés qui souhaitent s'installer sur notre territoire. Le Solis projette de créer une gigafactory de panneaux solaires avec 1900 postes à la clé. Le groupe belge Wirtz prévoit également de s'installer dans nos contrées en recrutant 200 personnes. L'hôtel de ville de Sarreguemines accueille une exposition sur Missak et Méliné Manoukian, 2 figures de la résistance fusillées durant la Seconde Guerre mondiale. L'association Espace Jean Burger retrace leur histoire à travers 12 panneaux et un film documentaire à découvrir jusqu'à mercredi de 14h à 19h. Le peintre de renommée internationale Stéphane Bayeux expose une nouvelle fois à Sarreguemines au Casino des Faïenceries. Pour cette exposition intitulée « Libérez vos esprits et regardez les étoiles », l'artiste met à l'honneur 2 de ses élèves, la fratrie Sautil. Leurs œuvres sont à découvrir gratuitement jusqu'au 1er décembre. Enfin en sport, le Sarregueminois Nian Schrub, sacré champion d'Europe de cross il y a un an, défendra son titre le 8 décembre en Turquie. Le médecin athlète s'est qualifié en finissant à la 7e place au Cross d'Allonne, quelques mois après sa médaille d'argent au championnat d'Europe et sa participation au JO de Paris. Merci d'être avec nous sur Mosaïque Cristal. Bienvenue dans le 30 minutes, votre émission quotidienne. On va prendre la route de Nîmes jusqu'à Marrakech aujourd'hui grâce à nos invités du jour. Brian Weiler et Bastien Julia, 2 jeunes originaires du pays de Bitche, se lancent dans une aventure unique. Ils vont participer à la célèbre course du 4L Trophy au profit de l'association des enfants du désert et de la Croix-Rouge française. Un raid de plus de 6000 km en 10 jours auquel vont prendre part 2500 jeunes. Mais d'abord, faisons un tour de l'actualité de notre territoire et on commence avec une nouveauté. La halle verrière de Meisenthal inaugure sa Halle aux Lumières. Ce parcours immersif où se mêlent images et scénographie met à l'honneur l'héritage culturel et artisanal du pays de Bitche. Le tout dans une ambiance féerique et enchanterisse. Marie-Morgane Pires a poussé pour nous les portes de ce lieu unique. Eh bien, ne restez pas là comme des vieilles chouettes. Allez, suivez-moi. Il était une fois, dans une vallée des Vosges du Nord, un petit garçon haut de quelques pieds et 2-3 pommes. Ainsi commence l'histoire fantastique d'un enfant du pays de Bitche en quête d'un mystérieux rayon de lune. L'écriture et la mise en espace dans cette magnifique halle verrière est de Laurent-Guillaume Délinger, un enfant du pays. Alors s'il faut être un enfant du secteur pour écrire une histoire comme celle-là, je crois qu'il faut d'abord être un enfant. Après, le secteur inspire beaucoup, puisque forcément quand les mots vous viennent, vous avez des images, que ce soit des images de celles qui ont bercé votre enfance ou que ce soit des images des endroits que vous aimez et qui vous inspirent. Donc je pense qu'en effet, la région m'a beaucoup inspiré. Elle survola le village, croisa les toits et le clocher, puis s'enfonça dans la vallée, par-dessus les grands sapins. La Halle aux Lumières est un parcours compté immersif spécialement adapté pour le site verrier de Meisenthal qui met en scène l'héritage culturel et artisanal du pays de Bitche à travers une expérience sensorielle. Au cœur d'un film d'animation de 25 minutes, les spectateurs suivent le rêve éveillé d'un petit garçon dans un espace qui allie projection monumentale et scénographie originale. C'est un défi technique. Il y a derrière non seulement de la vidéoprojection, c'est-à-dire qu'on travaille avec des projecteurs très puissants, mais il y en a 10 qui sont déployés ici. On a ensuite d'autres surfaces, donc on travaille sur le sol, on fait du vidéomapping sur des éléments de décor qu'on construit, on travaille sur des grandes dalles LED et tout doit être synchronisé à la perfection, s'enchaîner à la perfection. Munis d'un casque audio, les spectateurs évoluent dans un espace imaginaire au fil de la narration.
Des images en très haute définition sont projetées sur la façade intérieure et au sol, créant une expérience immersive unique. L'intention, c'est d'avoir une proposition globale et générale qui permet de passer un week-end, qui permet de passer 2-3 jours au Pays de Bitche sur la période de Noël. L'objectif aujourd'hui de ce territoire, c'est de massifier une offre, c'est d'avoir une offre authentique, une offre exemplaire, une offre de qualité. Avec une capacité d'accueil de plus de 100 visiteurs par heure, la Halle aux Lumières prévoit d'accueillir plusieurs milliers de spectateurs pendant les fêtes de fin d'année. Le tourisme, c'est 25 millions d'euros de chiffre d'affaires au Pays de Bitche. L'art verrier, c'est 600 emplois. La plus grande richesse non délocalisable, c'est ces savoir-faire qu'on vient transmettre, qu'on vient expliquer ici au Pays de Bitche. Et là, on est en compétition avec personne. La Halle aux Lumières est un parcours enchanteur, adapté à toute la famille, ouvert du mardi au dimanche de 16h30 à 19h30 jusqu'à Noël. Parlons maintenant de cette bonne nouvelle pour l'emploi et l'économie de notre territoire. Le conseil communautaire de l'agglomération de Sarreguemines-Confluence a donné son accord pour la vente de terrain à 2 potentiels futurs employeurs du territoire. Les entreprises en question, Holosolis et Wirtz, souhaitent toutes les deux s'implanter sur l'Europol avec à la clé la création de 2300 emplois. On en parle sur ce plateau avec notre journaliste Guillaume Dumonteil. Guillaume, tu as assisté la semaine dernière au dernier conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Sarreguemines-Confluence et l'ordre du jour était cette fois plutôt léger. Effectivement, ce conseil a duré moins de 2 heures, de quoi rendre jaloux notre collègue Thibault en charge de la couverture des conseils de la CCPB et qui, eux, durent beaucoup plus longtemps. Alors, quels sont donc les points qui m'ont marqué? C'est la problématique du développement économique qui a été la plus longuement discutée. Le président de la CASC, Roland Roth, a évoqué le projet Holosolis. Je vous propose de l'écouter. Voilà, les choses sont dans les temps. Je crois que globalement, sur une année de démarche maintenant, un peu plus même, il doit y avoir un petit décalage de 15 jours, 3 semaines. Pas plus, donc le calendrier en dehors de ça est respecté de façon assez scrupuleuse. Le président de la CASC est revenu sur l'enquête publique. Elle s'est déroulée du 14 octobre au 12 novembre dernier. La communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence a décidé d'émettre un avis sur ce projet. Je vous propose de découvrir ce qui est écrit dans les premiers paragraphes, 2 phrases qui résument le souhait de l'agglo quant au futur de son territoire. Le développement économique et la création d'emplois sont au cœur des priorités de la communauté d'agglo, car ils conditionnent directement la qualité de vie de notre territoire et sont à la base de son dynamisme. Aussi, lorsque l'entreprise Holosolis souhaite construire sa première usine de production de panneaux photovoltaïques sur la zone industrielle communautaire de l'Europol, nous pouvons y voir, bien sûr, de nombreux bénéfices pour l'essor de notre agglomération. Élus et habitants espèrent que ce projet verra le jour. Pour rappel, Holosolis souhaite créer une gigafactory de production de cellules et de panneaux solaires, un projet qui, s'il se réalise, nécessiterait un investissement de 850 millions d'euros. L'implantation de cette société s'accompagnerait de la création de 1900 emplois, c'est énorme. En effet, et alors la question que tout le monde se pose, Guillaume, a-t-on raison d'y croire ? Les élus de la CASC indiquent en tout cas qu'il n'y a aucune raison de ne pas y croire. Pour s'en rendre compte, écoutons une nouvelle fois Roland Roth. Donc ce dossier avance, même sur le plan financier, sur lequel nous ne pouvons pas agir, bien entendu. Ça, c'est un travail qui se fait en interne au sein de l'entreprise. Le plan financier est toujours extrêmement important, puisqu'il peut y avoir une faille jusqu'au dernier moment. Nous ne sommes pas naïfs, ou nous ne sommes plus naïfs. Elle nous a passé entre-temps, cette naïveté. Donc nous savons que dans une opération comme celle-là, eh bien, on est vraiment sûr de son affaire le jour où les machines tourneront et produiront. Donc c'est ainsi, les sommes en jeu sont considérables et on n'est jamais à l'abri du retrait
notamment d'un investisseur qui avait fait des promesses à un moment donné et qui, au dernier moment, se retire. Mais aucun élément, à l'heure actuelle, ne nous permet de dire que ce genre de risque existe à ce jour. Vous avez, il y a quelques jours d'ailleurs, pu lire un article dans la presse qui était un communiqué de presse pour partie, j'imagine, de Holosolis, qui faisait état de 4 ou 5 industriels qui s'étaient raccrochés au projet. En tout cas, Holosolis souhaite acquérir une nouvelle parcelle de 65 375 m² sur le site de l'Europole 2 pour créer un parking d'attente pour les poids lourds chargés d'effectuer les futures livraisons et pour construire un centre de formation des installateurs des équipements produits par Holosolis. Montant total de l'achat de cette surface foncière complémentaire, 653 750 €. Les élus de la Casques ont approuvé cette vente. Autre société qui souhaite également s'implanter sur l'Europole 2, Wirtz Group, une entreprise de logistique belge. Les élus de la Casques ont approuvé la vente d'un terrain de 124 314 m² à cette société pour un montant total de 1 188 000 €. Pour information, Wirtz Group envisage d'investir 30 millions d'euros et de créer entre 150 et 200 emplois. Et puis d'autres dossiers ont été abordés durant ce conseil communautaire, Guillaume. Oui, la Casques a décidé de verser une indemnisation de 2 215 € à une exploitante agricole de Saint-Jean-Robac. Elle a constaté en mai 2023 une perte de récolte due à une infiltration lente des effluents du bassin primaire du système de traitement des eaux de la commune. Ce problème a depuis été réparé. Autre information, la dernière de cette chronique, la Casques a décidé de continuer à agir en faveur de la préservation de l'azur et des palus. De quoi s'agit-il? D'un papillon que l'on retrouve dans les prairies humides. Depuis 2018, la Casques mène des actions en faveur de cet insecte au côté du Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine et les élus ont décidé jeudi soir de poursuivre cet engagement pour 3 années supplémentaires jusqu'en 2027, un engagement communautaire dont le coût avoisine les 10 000 € par an en fonds propres. C'est ainsi que se termine mon compte rendu. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Guillaume. On ouvre une page culture maintenant. 2 figures de la résistance sont mises à l'honneur à l'hôtel de ville de Sarreguemines. L'association Espace Jean Burger rend hommage à Missak et Méliné Manoukian à travers une exposition intitulée L'Affiche Rouge. 12 panneaux ont été installés dans le hall d'honneur. En parallèle, les visiteurs pourront assister à la diffusion du film documentaire « Nous étions des combattants » de Pauline Richard et Pierre Chassagneux. Thibaut Desmerlet a rencontré l'un des membres de l'association. Écoutez. Alors Madame Hilpert, toute première question, cette exposition, de quoi parle-t-elle? Alors elle parle d'Isaac Manoukian et de Méliné, sa femme, qui ont été panthéonisés début d'année. Elle retrace leur histoire. Ce sont des résistants juifs communistes qui ont fait beaucoup de choses pendant la guerre 39-45 et qui faisaient partie de l'affiche rouge des 23 fusillés compte tenu de leur fait de résistance. Et pourquoi mettre ces personnes en avant ? Parce que c'est un devoir de mémoire, c'est-à-dire que permettre à des jeunes de connaître cette histoire, de voir qu'est-ce que ça veut dire résistance, quels sont les actes qu'ils ont commis, pourquoi. Alors il y a de très beaux écrits, il y a l'écrit d'Isaac Manoukian envers les personnes en disant « je n'ai pas de haine pour le peuple allemand » et qui dit « je suis là par rapport à la liberté ». Ce sont des choses, c'est important que nos jeunes et même les personnes qui ont un peu connu, enfin, il n'y en a plus beaucoup qui ont connu cette période, mais tous les autres, puissent comprendre ce qui s'est passé. Et l'exposition sera disponible de quand à quand? Ce sera jusqu'à mercredi prochain, tous les jours, de 14h à 19h. Ce sera ouvert ici, dans le hall d'honneur de la mairie. Et le public sera accueilli et pourra se prendre le temps et de regarder et d'échanger. Top départ des festivités de Noël dans notre territoire. À Sarreguemines, l'ouverture du marché de Noël est prévue ce vendredi. Une conférence de presse a eu lieu pour présenter le programme. Alors plusieurs nouveautés ont été annoncées. Le périmètre du marché sera reconcentré sur une longue ligne droite dans le centre-ville. Les précisions dans ce reportage de Thibaut Desmerlet. Les équipes de la ville de Sarreguemines étaient en tenue des ouvriers des faïenceries pour présenter le nouveau programme du marché de Noël 2024. Première nouveauté, plus de pôles devant le palais de justice.
Le périmètre a été recentré. On va commencer de la Brasserie des Arts, donc dans le lieu dans lequel on se trouve, et on va tirer une ligne droite sur la rue Poincaré. On va traverser la zone piétonne, donc la rue Sainte-Croix et la rue de Verdun, avec un pôle supplémentaire, c'est la place du marché où on va retrouver donc l'univers des enfants, la maison du Père Noël, les tables et quelques chalets des commerçants de la place qui seront présents. Deuxième nouveauté, une nouvelle attraction fera son apparition dans la rue piétonne, sur la place de la République. Cette année, on a un sapin enchanté, un sapin de Noël qui tournera donc devant l'institution Sainte-Chrétienne. On a la chance d'avoir à Sarreguemines des forains qui s'investissent, parce que c'est un vrai investissement pour ce forain qui l'a laissé fabriquer en Europe. C'est un manège donc, qui va tourner avec des branches de ce sapin qui vont pouvoir se lever et on aura un effet sympa qui sera garanti. Il y aura une trentaine de chalets d'artisans, de commerçants et de restaurateurs. À l'intérieur du Carré Louvain, 2 cellules accueilleront à tour de rôle plus de 28 exposants pour un marché éphémère. Une cellule sera consacrée aux amis du musée et une autre pour les producteurs du pays de Bitche. La ville s'appuie une deuxième fois sur son histoire locale pour se démarquer. Le marché de Noël plongera les visiteurs dans son passé faïencier. Cette petite touche, eh bien, on va la retrouver dans les tenues vestimentaires, à l'exemple de ce que je porte, la casquette, le tablier des ouvriers des faïenceries, parce qu'à l'époque, eh bien, Noël, c'était l'occasion pour les uns de faire la fête, et aussi parce qu'on travaillait particulièrement, on vendait beaucoup de services, beaucoup d'assiettes. On essaie de retrouver un petit peu cette ambiance-là, par son côté festif, mais aussi parce qu'il faut faire travailler les commerçants, parce que tout le monde veut y gagner dans cette période-là, et nous essayons là aussi de tendre la main à ceux qui en font, par leur métier, un moment extrêmement intéressant. En plus des animations traditionnelles comme le défilé de la Saint-Nicolas, la fête de la Sainte-Lucie ou encore le spectacle de marionnettes du Macadam Théâtre, une déambulation animera les rues pour l'ouverture du marché ce vendredi 29 novembre. Elle est assurée par les figures illuminées de la compagnie internationale Choparade. Toutes les informations sont à retrouver sur le site de la ville. Et le pays de Bitche s'apprête lui aussi à vivre l'effervescence des fêtes de fin d'année. Ce week-end, la communauté de communes a inauguré son comptoir de Noël, une initiative qui prend la relève des traditionnelles vitrines de Noël. Alors si le nom change, l'objectif reste le même, mettre en lumière les talents et savoir-faire des producteurs et artisans locaux de Moselle. Marie-Morgane Pires a assisté à l'ouverture. Plus de 200 produits mosellans en rayon, une grande partie d'entre eux viennent même des artisans et producteurs du pays de Bitche. Au total, ils sont 40 à proposer leurs produits et créations ici à l'Office de tourisme pour l'opération du comptoir de Noël organisée avec le département de la Moselle. Une mise en valeur du circuit court à l'approche des fêtes. C'est une période clé parce qu'évidemment, en période de Noël, on s'ouvre évidemment à cet enchantement. C'est la période des cadeaux, c'est la période où on met de côté un peu les tracas pour profiter en famille. Donc c'est un moment fort. Mais au Pays de Bitche, la destination touristique se développe tout au long de l'année. Des producteurs et artisans seront présents ponctuellement au comptoir de Noël pour présenter leurs produits et proposer des dégustations ou des démonstrations de leur savoir-faire. C'est une mise en valeur de nos produits, de notre travail tout au long de l'année. La période de Noël, surtout pour les tisanes d'ailleurs, c'est une période où on en consomme d'autant plus et ça permet de valoriser ce qu'on fait. Tout au long de l'année, l'Office de tourisme du pays de Bitche propose déjà plusieurs références des producteurs et artisans du territoire à la vente. Pour Noël, plusieurs dizaines d'autres font leur entrée. Au-delà des produits, cette opération a aussi pour objectif d'attirer les visiteurs sur les différents sites touristiques. Pour que les gens continuent de fréquenter l'office de tourisme, même si aujourd'hui, même si cette année, il n'y a malheureusement pas les sentiers des lanternes, mais pour que les gens continuent à venir ici, à se renseigner sur ce qui se passe sur le territoire. Le comptoir de Noël sera ouvert jusqu'au 24 décembre. Noël est une période clé pour de nombreux artisans et même si tous ne sont pas présents au comptoir de Noël à Bitche, beaucoup proposent des créations spéciales pour les fêtes directement dans leurs ateliers. C'est le cas de Viviane Laufer, alias Vivi, potière à Philipsbourg. La créatrice de la petite poterie du Hérisson a organisé un vernissage pour dévoiler sa nouvelle exposition. Parmi les premiers visiteurs, Georges, son professeur de poterie qui lui a partagé sa passion il y a 30 ans. Pour l'occasion, Vivi ouvrira son atelier chaque après-midi jusqu'aux fêtes. Elle reprendra ensuite ses productions à partir du mois de mars. Direction Ambar, les premiers marchés de Noël de l'année ont ouvert leurs portes ce week-end. L'interassociation a accueilli 75 exposants. Marie-Morgane Pires s'est rendue sur place.
Une créativité débordante. À Ambar, plus de la moitié des exposants du marché de Noël sont des particuliers qui consacrent leur temps libre à leur création. Une vingtaine d'entre eux sont originaires du village. Parmi les 75 exposants présents dimanche, il y avait aussi des professionnels, des artisans de la région. Depuis 29 ans, ce marché de Noël organisé par l'interassociation du village rencontre un grand succès et est très demandé. Près de 40 autres demandes d'exposants ont dû être refusées faute de place. Pour les visiteurs, c'était l'occasion de trouver leur premier cadeau et de choisir leur couronne à installer pour le premier dimanche de l'Avent qui arrive. Il sillonne le monde entier avec ses toiles et s'arrête chaque année à Sarreguemines. Le peintre Stéphane Bayou propose une nouvelle exposition cette semaine. Pour cette exposition intitulée « Libérez vos esprits et regardez les étoiles », l'artiste est accompagné par 2 de ses élèves. Marie-Morgane Pires les a rencontrés. Marilyn Sotil expose pour la première fois ses œuvres. Ses peintures à l'huile sont au centre de l'exposition conçue par son professeur Stéphane Bayou, artiste peintre de renommée internationale. Lui propose ses peintures tout autour du salon d'honneur du Casino des Faïenceries à Sarreguemines. Il a son école de peinture à Alstin et expose ici depuis 1992. Chaque année, il met à l'honneur l'un de ses élèves pour lui permettre d'affronter le public et de présenter son art. Cette année, pour l'exposition intitulée « Libérez vos esprits et regardez les étoiles », il a invité Marilyn et son frère Philippe. Il s'agit d'un tableau d'une série qui s'appelle « Les Métamorphoses ». J'avais à un certain moment une espèce d'obsession pour ce thème des métamorphoses et je l'ai décliné dans un certain nombre de toiles. Les œuvres des 3 artistes peintres sont visibles tous les jours jusqu'au 1er décembre, de 14h à 18h. L'entrée est gratuite. Un raid de plus de 6000 km en 10 jours à travers le sud-ouest de la France, l'Espagne et le désert du Sahara. C'est le périple que s'apprête à vivre mi-février prochain Brian Weiler, 24 ans, originaire du Pays de Bitche, et Bastien Julien, un jeune Nîmois de 22 ans. Mais ils ne seront pas seuls. Face à eux, 2500 jeunes âgés de 18 à 28 ans prendront part à cette course mythique, le célèbre 4L Trophy. Bienvenue à vous deux, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on est un peu de moins de 3 mois du jour J. Où est-ce que vous en êtes dans vos préparatifs ? Alors, donc de notre côté, la voiture est déjà prête à partir. Nous sommes actuellement en train de chercher des sponsors pour pouvoir financer le projet. Donc on a bien avancé dans la recherche de partenaires. Nous sommes toujours à la recherche, donc nous approchons du but. Et donc pour participer au 4L Trophy, il vous a fallu bien entendu vous procurer une Renault 4L. Et donc justement, comment vous vous êtes pris pour trouver un tel véhicule qui est maintenant plus produit depuis plus de 30 ans ? Exactement, donc pour ça passe par la recherche, donc ça peut passer par les connaissances ou par les sites de vente de véhicules. Pour notre part, on a acheté une voiture qu'on a entièrement restaurée pour pouvoir parcourir les plus de 6000 km de l'aventure. Donc c'est une voiture qui est maintenant fiabilisée, si on peut dire comme ça. Donc prête au départ. Prête au départ, exactement, comme nous. Et donc durant votre périple, c'est d'ailleurs l'une des principales difficultés. Vous empruntez de nombreuses routes et chemins éprouvants pour la mécanique de ces vieilles voitures. D'ailleurs, à chaque édition, de nombreux participants tombent en panne. Mais vous partez avec quand même un gros atout puisque vous êtes dans la vie tous les deux ingénieurs en mécanique. Alors vous la connaissez sur le bout des doigts du coup, cette 4L ? Exactement, d'autant plus que nous faisons la mécanique nous-mêmes, et étant ingénieur à l'école nationale d'ingénieurs de Metz, donc on connaît quand même bien la mécanique. Donc la voiture en plus a été préparée spécialement pour affronter les routes un peu cassantes. Donc elle a été rehaussée avec des amortisseurs plus costauds, et des protections sur le véhicule, un refroidissement plus efficace que d'origine, donc elle est prête à partir. Vous parliez à l'instant de routes cassantes, quel est votre plan en cas de panne ? Donc pour cela, on part avec une assistance technique derrière nous. On a des outils dans la voiture et des pièces de rechange également. D'accord. Parlez-nous maintenant de votre relation. Pourquoi vous avez souhaité faire équipe ensemble ? Alors en fait, on est tous les deux en même temps qu'on est à l'ENIM, on est alternants. Et on a commencé cette alternance il y a un peu plus de 2 ans et c'est là qu'on s'est rencontrés. Depuis, on travaille ensemble et on s'est dit pourquoi pas se lancer dans cette aventure. Quels sont les points communs que vous pouvez avoir qui font que vous pensez que ça va être une belle aventure et que vous allez vous serrer les coudes ? Je pense que c'est qu'on aime le challenge tous les deux. On aime l'aventure et un peu les défis. La mécanique aussi, énormément. La mécanique, évidemment.
Donc je pense qu'on fera le bon combo pour partir dans le désert. Vous avez déjà participé à d'autres compétitions ou d'autres petits challenges avant ce Quatrel Trophy, ou ça va être la première pour vous là? Alors pour moi, ce sera une première. Et moi, j'ai déjà participé une fois au Quatrel Trophy l'année dernière. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous inscrire et prendre le volant? On a des amis qui partent également participer au Quatrel Trophy, puis même des amis qui sont partis avant, donc c'est ce qui nous a motivés en entendant voilà, comment ça se passe. Ça paraissait très intéressant. Aussi vivre l'aventure, on s'est dit, tant qu'on est jeune, c'est quelque chose à faire si on peut. Vous avez été inspiré par d'autres personnes, c'est ça, qui sont aussi passées par là? Exactement. C'est la 28e édition du Quatrel Trophy cette année, donc ça fait longtemps que ça existe, donc on a entendu bien des histoires avant nous. Et quelle serait selon vous du coup l'étape la plus compliquée? Quelle est celle en gros que vous redoutez le plus? Redouter, je ne sais pas. Après, la plus compliquée, du moins celle qui met le plus à l'épreuve les voitures, c'est pour descendre jusqu'au Maroc, puisqu'il faut traverser toute l'Espagne. On fait beaucoup d'autoroutes, les voitures ont tendance à chauffer. Et après, il suffit de faire un peu attention dans le désert pour ne pas casser la voiture, mais ça devrait aller. Il y a une étape marathon qui est très intéressante, qui dure une journée. On part, en fait, on roule et on s'arrête dans le désert dormir. Et on repart le lendemain matin pour finir l'étape. Et celle-là, elle peut être aussi, effectivement, vu qu'elle est un peu longue, elle peut être aussi difficile pour la voiture. Et du coup, une telle course a évidemment un prix. Alors entre la voiture, le carburant, la nourriture, l'hébergement, l'inscription à la course, quel est le budget que vous prévoyez? On est aux alentours d'un budget de 10 000 €. Donc c'est pour cela qu'en fait on collecte des dons auprès des entreprises contre lesquelles on échange de la publicité sur la voiture, mais également sur des vêtements. Donc comme vous pouvez voir les vêtements que nous avons sur nous. On a déjà fait des premiers vêtements avec nos premiers sponsors. Du coup, on peut voir, on a réussi à avoir pas mal de sponsors du côté de Beach et Sarreguemines également. Par exemple, Schumacher, Sarreguemines-Imo ou encore Regard-Imo à Orbach. Et donc, notamment, on a comme partenaire Igus qui nous aide à préparer la voiture afin d'améliorer les pièces sur la voiture pour la rendre plus fiable, notamment. Donc, niveau sponsor, le comptiez ou pas? Pas encore, il nous manque un petit peu. On est aux alentours des 8 000 € actuellement à récolter, donc il nous manque encore. Nous sommes encore dans la recherche de partenaires pour, on va dire, le dernier mois, parce qu'on aimerait ensuite faire floquer la voiture aux couleurs de nos partenaires en janvier. Donc il nous reste encore un mois pour trouver les fonds nécessaires. Et cet argent, il va non seulement vous permettre de vivre une belle aventure, mais aussi de permettre à des enfants marocains de pouvoir continuer à aller à l'école et étudier dans de bonnes conditions, puisque vous allez emmener avec vous du matériel et des non financiers. Oui, c'est ça en fait, via l'association Enfants du désert et la Croix-Rouge là-bas sur place. Grâce au Quatrel Trophy, tous les ans, il y a une école qui est construite et équipée avec tout ce qu'on ramène pour fournir l'accès à l'éducation aux enfants sur place. Vous pouvez nous donner quelques exemples d'actions qui pourraient être, d'autres actions qui pourraient être menées grâce aux dons récoltés potentiellement? Mais ce qui est déjà mis en place, c'est qu'on amène des dons financiers en plus des dons matériels. Donc tous les ans, une école est construite au Maroc et grâce aux dons que l'on amène, ils fournissent cette école donc, ça va en équipement sportif comme scolaire. Donc ça, c'est déjà une action qui est mise en place par l'association Enfants du désert. Où est-ce qu'on pourra vous suivre? Sur notre Instagram qui s'appelle Team Julia Sport. Oui, voilà. En tout cas, on vous suivra avec grand plaisir. Merci à vous deux d'avoir été avec nous. On vous souhaite bonne chance pour cette aventure. Merci à vous. Merci. Restez avec nous sur Mosaïque Cristal. Dans un instant, on reviendra sur les résultats du week-end de nos clubs locaux. Mais d'abord, jetons un coup d'œil aux prévisions météo pour demain. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Bonjour tout le monde, on débutera la journée de demain sous un ciel couvert et de faibles averses. Puis le ciel va se dégager pour laisser place à quelques éclaircies. Les températures se radoucissent un peu, les minimales iront de 5 à 7 degrés et les maximales de 8 à 10 degrés. Demain nous fêtons les Delphines et il fera jour de 7h58 à 16h39. Passez tous une belle journée et à demain. À l'occasion des fêtes de fin d'année, Meisenthal vous invite à la découverte de la Halle aux Lumières, un spectacle pour toute la famille. Les visiteurs de tous âges, guidés par la lumière, évoluent à travers des décors oniriques où nature, culture et savoir-faire du pays de Beach se dévoilent sous une forme poétique et visuelle. Une expérience sensorielle immersive combinant art, technologie et patrimoine local à ne pas manquer. Réservation sur le site de la Halle Verrières. Grâce à mes appareils auditifs connectés, plus rien ne m'échappe à la télé.
Les aides auditives nouvelle génération se connectent à différents accessoires. Et je ne louperai plus aucun appel de mes petits-enfants. Allô mamie? Comment ça va? Arthur, ouais, je suis trop contente de t'entendre. Avec la connexion Bluetooth, vous pouvez recevoir directement vos appels téléphoniques dans vos appareils auditifs pour une conversation plus claire. C'est parti pour une nouvelle aventure en immersion. Cette semaine, découvrez le quotidien d'une passionnée, Élodie Kiffer, horticultrice à Bliesbruck, un métier qui évolue au fil des saisons. C'est la passion de mon papa en fait qui est à la base de cette entreprise. Il dit toujours la première pierre de la première serre a été posée le jour de ma naissance. Là tu as des œchères qui sont très colorées avec un feuillage marbré. Ce qui me plaît beaucoup aussi, c'est l'étape de vente. Donc c'est tout ce qui est conseil aux clients. Une émission à retrouver ce vendredi dès midi sur Mosaïque Cristal. On revient sur les résultats sportifs du week-end. Nouvelle victoire pour les lutteurs sarregueminois. Les protégés d'Éric Cirque étaient en déplacement ce week-end à Saint-Thirier-la-Perche, près de Limoges. Deuxième journée de championnat de France de première division et deuxième victoire pour Sarreguemines qui prend la tête du classement. Le danger pourrait venir de Sotteville-les-Rouen, actuellement deuxième du classement, mais avec un match en moins car l'équipe était exemptée pour cette deuxième journée. Le 30 novembre, troisième journée de championnat, ce sera au tour cette fois de Sarreguemines d'être exempté. Sotteville-les-Rouen pourrait bien en profiter pour se hisser première ex-aequo en battant Schiltigheim. Et la quatrième journée de championnat le 7 décembre sera décisive avec une rencontre de haut vol entre Sotteville-les-Rouen et Sarreguemines à Sotteville. Côté foot, maintenant, le SFC s'est incliné 4-1 face à Metz, face à l'équipe de réserve du FC Metz. Tout avait pourtant bien commencé avec l'ouverture du score par les Sarregueminois dès la 11e minute avec un but d'Enes Sahin. Mais les Messins ont égalisé à la fin de la première mi-temps puis marqué 3 buts supplémentaires dans la deuxième mi-temps. Une défaite sans appel pour le Sarreguemines Football Club qui pointe à la 11e place du classement de National 3. Prochain match de championnat samedi 7 décembre à 18h au stade de la Bliss. Sarreguemines accueillera la réserve de Sochaux, actuellement deuxième du classement. Il y a près d'un an, à Sarreguemines, le Sarregueminois Jan Schrub devenait le premier Français à remporter la course senior des championnats d'Europe de cross avec un chrono de 30 minutes et 17 secondes après une saison riche en performances et en émotions, avec notamment les championnats d'Europe à Rome où le Mosellan rentrait à la maison avec une médaille d'argent, mais aussi les intenses Jeux Olympiques de Paris, théâtre de nombreux rebondissements pour lui. Jan Schrub a repris le demi-fond à Allonne en cross, terminant sa course parmi les 4 premiers Français. Une 7e place lui permettant ainsi de décrocher à nouveau son ticket pour les championnats d'Europe de cross en Turquie le 8 décembre prochain. Mais la confirmation de son inscription pour défendre son titre n'a pas été une évidence et il nous détaille pourquoi lors d'une interview en visio. L'occasion également d'évoquer ses objectifs sportifs et la reprise de ses études de médecine. L'année dernière, c'est vrai que comme je gagne les Europes de cross, c'est compliqué l'année d'après d'aller aux Europes sans être à 100% de sa forme, parce que bon, la coupure a été longue après les Jeux, je suis pas non plus au pic de ma forme, parce que bon, c'est pas forcément l'objectif de l'année non plus. Et le cross de sélection donc, qui a eu lieu dimanche, je fais 3e français, c'est pas de bon augure, on va dire, pour pouvoir défendre mon titre. Donc tout ça fait que j'ai dû prendre vraiment beaucoup de jours pour réfléchir à ça avec mon staff. Je préfère quand même y aller pour diverses raisons. La première, c'est que c'est une année post-olympique et que j'ai envie de me faire plaisir. Et pour moi, ça passe par la case cross, qui pour moi est un peu l'école de la vie. Et surtout, on a un titre par équipe à aller rechercher. On l'a perdu l'année dernière, on a fait 2e. Donc là, on pourra aller le rechercher. Il y a l'équipe norvégienne, notamment avec Jacob Ingebrigtsen, qui était donc champion olympique du 5000 à Paris, qui est double champion olympique, double champion du monde, qui lui, a priori, est largement grand favori, même si le podium, ça va être compliqué d'aller chercher un podium, alors que l'année dernière, je gagne. Je pense que c'est pas inaccessible et donc j'ai pas envie de regretter non plus de pas y être allé. Je sais pas trop où j'en suis, donc ça va être vraiment en fonction de la forme du moment, de l'état psychologique. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte dans la performance d'un sportif. Maintenant, c'est de donner le maximum déjà pour mouiller le maillot, parce que je porte quand même le maillot de l'équipe de France ce jour-là.
c'est de récupérer le titre par équipe. Et puis après, individuellement parlant, comme je disais, le podium n'est pas inaccessible. Maintenant, top 5, top 8, top 5, ce serait bien. Mais bon, le podium, ce serait vraiment formidable. Il y aura vraiment de gros concurrents. Et l'objectif aussi, c'est de se mesurer à ces gars-là, à combien de secondes je suis d'eux, si jamais je suis derrière. Mais c'est ne pas avoir peur ce jour-là aussi. Je prépare les Europes sur route. C'est la première édition qui aura lieu à Bruxelles en avril. Donc voilà, l'objectif, ce serait d'aller chercher une médaille, j'espère. Sur route, cette fois, j'avais l'habitude d'aller sur la piste. Bon, après, les championnats d'Europe sur piste restent quand même largement primordial par rapport à la route. Mais quand même, ce serait un bel objectif. Et puis après, cet été, plutôt en septembre, ce sera le championnat du monde sur piste, sur 5000 mètres, je pense. D'autant plus que, et c'est le plus important, c'est de terminer ma dernière année d'internat. Et puis, la capacité de médecine du sport aussi, que j'aimerais bien réussir cette année, pour pouvoir être tranquille dans un an et me dire que je peux aller à Los Angeles tranquillement. Psychologiquement, ça fait beaucoup de bien de reprendre les études. Ça me fait penser à autre chose que le sport. Le sport, en fait, c'est quelque chose que j'adore, mais le côté psychologique, le stress que ça amène, le fait de penser qu'à ça, le cerveau ne se repose jamais puisqu'il y a toujours des nouvelles performances qui sont faites. La preuve, c'est qu'on n'a même pas le temps de revenir de notre pause des Jeux. Et déjà, il y a un plus jeune là, de la France qui a fait le record d'Europe sur 10 bornes. Donc derrière, ça pousse très fort. Donc ça nous repousse sans cesse dans nos retranchements. Et c'est vrai que le fait d'avoir le boulot à côté me permet de penser à autre chose et de m'occuper l'esprit mentalement. La reprise, c'est très très bien faite. J'ai des maîtres de stage qui sont super sympas, qui sont hyper pédagogues, qui m'apprennent beaucoup de choses. Donc c'est aussi valorisant de se voir évoluer de ce côté-là. Et puis le stage est super bien puisque je suis en médecine générale, en médecine du sport et en gynéco. Donc 3 spécialités en une la même semaine. Ce qui fait que j'ai la chance de voir beaucoup de choses.